Les droits de la défense, indiscutablement, dans les dernières décennies, ont progressé à la mesure des autres droits humains. Parce qu'on ne protège pas les droits de la défense pour protéger les avocats seulement. Les progrès des droits de la défense, ce sont les progrès de la liberté individuelle, dont dans l'action quotidienne, les avocats sont les premiers garants. Par la parole, par l'écrit, par la présence dans les médias, par la conscience qu'ils sont, eux, titulaires d'une mission générale, celle de la défense des droits, qui dépasse, dans les cas extrêmes et dans les moments de crise, simplement les droits de l'individu qu'ils défendent. Alors, rétrospectivement, bref, on voit par rapport aux situations antérieures à la chute du mur de Berlin, je situe toujours le passage à un nouveau progrès des droits de l'homme, on voit sur le plan international combien la lutte internationale des avocats pour les droits de l'homme, et je mets l'accent encore une fois sur cet aspect international qui contient un appel aux barreaux à unifier autant qu'ils le peuvent sur le plan international leurs efforts. Donc à cet égard, il y a eu des progrès indiscutables, mais ce n'est pas les progrès seulement dont il faut parler. Il ne faut jamais passer à cette espèce d'autosatisfaction parce qu'on a réussi aussi ou là, oui, mais il demeure cette renaissance toute récente de l'arbitraire, des régimes dictatoriaux qu'on constate parfois à la faveur de la lutte nécessaire contre le terrorisme, qu'on constate dans les démocraties. À l'heure du numérique, où on correspond immédiatement, vraiment, ça ne demande pas ce qu'étaient les efforts de jadis. À l'heure actuelle, le numérique aide la coopération internationale des avocats pour la lutte internationale en faveur du respect des droits de l'homme. Elle vous permet à tous de saisir les instances compétentes, de mobiliser les avocats sur place, d'élargir le cercle des avocats intervenants. Ça ne suffit pas, évidemment, mais il faut utiliser aussi ces armes-là, qui sont ce que les progrès de la technologie en matière numérique nous offrent. Ce sera encore plus vrai pour les avocats de demain. Mais aujourd'hui, vous avez eu la grande période, j'évoquais la chute du mur de Berlin, la décennie qui a suivi, et qui a vu des progrès des conventions internationales et des progrès, évidemment, des législations internationales. Ça n'est pas pour autant que la voie n'est pas, elle, hérissée de difficultés, d'injustices et, disons-le, d'exactions et de violences exercées contre les avocats. Où sont les grands foyers de lutte? Évidemment, on pense tout de suite à ce qui se passe en Chine. Pas seulement parce que, chacun le sait, la Chine est aujourd'hui, comme hier, le premier des fournisseurs de la peine de mort. Mais parce que persiste la volonté d'interdire la libre parole de l'avocat, de limiter son champ d'action, je dirais de veiller à ce que la parole même ne puisse pas s'exprimer.
ce que je considérais à cet égard comme le plus saisissant, c'est le principe bafoué profondément par la disposition de la législation chinoise qui prévoit que dans certaines affaires, eh bien, l'avocat devrait présenter le texte de sa plaidoirie écrite, mais non prononcée, au juge qui l'entendra le lendemain. Et ceci est vrai dans des procès politiques, ce n'est pas vrai seulement que dans des procès politiques. Qu'est-ce qui reste de la liberté de la défense si vous devez soumettre votre texte? Difficile de soumettre une improvisation, mais de soumettre votre texte la veille de l'audience aux magistrats qui écouteront le lendemain le texte qu'ils connaissent déjà et dont ils ont signalé les passages qu'ils ne veulent pas entendre en public. Vous avez aussi, pour ne parler que du moment présent, le momentum, vous avez la situation si inquiétante et déjà si cruelle, faite à nos confrères et parfois nos amis du barreau turc. Je ne mesure pas ce qu'ont été le nombre, les exactions et pour finir les emprisonnements sous les prétextes divers de nos confrères turcs. Et véritablement, avec les associations professionnelles, avec l'action d'avocats particulièrement impliqués dans la défense de la défense, je pense au bâtonnier Favreau, la nécessité que ces avocats ne se sentent point seuls. La solitude du détenu politique est terrible. Et là, ce sont des détenus politiques et ils leur sont particulièrement chers parce que ce sont des avocats et qu'à ce titre, ce sont eux qui assument cette fonction essentielle, dénoncer l'arbitraire, pas seulement quand on en est victime, évidemment, mais dénoncer l'arbitraire, dénoncer l'injustice des tribunaux d'exception, dénoncer le sort écrit à l'avance, déjà arrêté dans les enceintes du pouvoir, de ces avocats qui sont détenus pour avoir exercé leur profession. Et c'est vrai que dans cette profession, et c'est sa grandeur, il y a un refus permanent de l'arbitraire. Les confrères africains affrontent avec courage une situation dans laquelle, trop souvent, le pouvoir voit en eux ses ennemis. Et à cet égard, il y a une volonté de la part de certains États d'étouffer cette voie de la défense. C'est la première des voies qui peut résonner, parce que les avocats, par devoir, mais aussi par la nature même de leur fonction, ont une relation avec celui qui est poursuivi, et qui est essentiel, d'abord pour les droits. Les faire respecter, il faut les connaître. Les dénoncer, il faut pouvoir le faire. Et quand vous êtes avocat, vous avez à cet égard, regard de la cause que vous défendez, des possibilités aujourd'hui très larges, internationales. Et puis, tout simplement, à cet égard, je pense à certaines affaires que j'ai connues jadis, tout simplement parce que pour l'avocat arrêté, soit qu'on accumule contre lui des charges fabriquées, soit tout simplement parce qu'il parle trop fort de ce qui constitue des violations des droits fondamentaux en matière de défense. Vous avez souvent des avocats plongés dans la solitude
la présence du confrère, venu parfois de très loin, c'est pour la femme ou l'homme seul avocat poursuivi dans ces juridictions-là un réconfort considérable. La solitude, le silence, le sentiment de l'abandon, ce sont des souffrances. La dimension de la lutte est toujours internationale parce que, ne l'oublions pas, le droit à l'assistance d'un avocat et le droit des avocats à assumer librement cette défense, ces droits-là sont odieux aux dictatures, insupportables pour ces régimes totalitaires. Et c'est ce qui fait des avocats des cibles, je dirais presque les premières cibles, des dictatures et de tous les pouvoirs qui refusent de reconnaître les droits de la défense. Donc il ne faut pas perdre de temps, il ne faut pas abandonner non plus la partie. Il faut toujours réinterroger, souligner la carence de ces législations, pointer du doigt tous les manquements aux droits fondamentaux. L'avocat, là, on dit parfois, se transforme en procureur de la justice du pays où on tolère sa présence. Non, ça s'appelle simplement le respect des droits de la défense, qui a toujours été inscrit dans toutes les déclarations, pas toujours respecté, loin s'en faut, mais qui demeure le cadre structurel, les droits de l'homme et les droits de la défense, de l'action d'avocat libre. Et un avocat qui n'est plus libre de sa parole, il vaut mieux qu'il s'en retourne vers les douceurs des études juridiques, parce que sinon, c'est la société elle-même, la démocratie elle-même, qui se renie à cet instant-là. Le problème des droits de la défense ne se mesure pas seulement à l'intérêt de celui qui doit être défendu, il implique aussi le respect de celui qui défend, avec inévitablement en contrepoint la volonté, si on peut, de transformer l'avocat de défenseur en accusé. Et là, nous tournons le dos à la justice, absolument. C'est pas facile, vous savez, pour les avocats d'assumer cette mission, mais la déserter, c'est la capitulation, et rien de tel ne peut se concevoir pour les jeunes générations.